Oui, à présent, on se tourne vers l'invité. Il est déjà installé ici dans ce studio, sur ce plateau, Monsieur Baouri. Il est le président du parti UDRG. En sa compagnie, on va faire la revue de l'actualité sociopolitique de notre pays. Monsieur Ba, bonsoir. Bonsoir. Lamine Moïma Sissé, première question. Alors, on va commencer par l'actualité brûlante, la convocation de vos collègues de Quatuor. Et dites-nous, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est une instrumentalisation assumée de la justice par le CNRD en vue d'éteindre toute voix dissonante sur le terrain? Je ne partage pas ce point Parce de que vue. les leurs sont des voix dissonantes aujourd'hui. Et je ne partage pas ce point de vue parce que... Ah, vous appréciez leur interpellation, Non, donc? pas du tout. Mais comme vous l'avez dit tout à l'heure, pour des raisons objectives, les manifestations ont été interdites par le CNRD. Des raisons objectives. Pour des raisons objectives. D'accord. Parce que même pour une manifestation, pour le délestage du courant, vous risquez d'avoir une manifestation et au bout du compte, vous pouvez compter une ou deux personnes tuées. Et la vie humaine est sacrée, elle est à protéger. Donc, ça, c'est un aspect. Le second aspect, ce n'est pas la première fois qu'il y a eu des manifestations dans ces conditions. Combien de morts ont été enregistrés? Moi, je pense qu'il faut faire preuve de responsabilité. En interdisant les manifestations? Non, C'est l'interdiction des manifestations était une décision qui aurait pu être modulée autrement par rapport à chaque manifestation, cas par cas, pour dire si vous voulez manifester, celle-ci risque de mettre en péril la sécurité nationale, donc elle n'est pas opportune, elle est interdite, pour ne pas généraliser. Mais le droit de dire on peut manifester n'importe où, même si à chaque fois on peut compter le nombre de morts, moi je pense que c'est quelque chose qui est assez cynique. Autrement, le droit d'interdire aussi ad vitam aeternam les manifestations, vous ne trouvez pas ça aussi cynique? Non, c'est pas liberticide. Ça aurait pu être modulé autrement. On s'adresse à un activiste des droits de l'homme. Non, ça peut être modulé autrement. Membre fondateur de l'OGDH. Ça peut être modulé autrement. Une manifestation, cas par cas, peut être interdite. Les pouvoirs publics, de par la réglementation... Mais c'est toutes les manifestations. Non, c'est à ce niveau-là qu'il y a eu une erreur. Il aurait pu se passer d'une généralisation. Pas une faute. Il pourrait se passer de cette généralisation. Et regardez, par exemple, au Sénégal, pendant un bon bout de temps, toutes les manifestations ont été systématiquement interdites. Donc, bref, c'est ça, c'est pas là le problème. Le problème n'est pas là. Le problème, c'est cette volonté de répéter toujours les mêmes choses et de dénombrer de quel côté? De répéter toujours les mêmes choses. Ceux qui manifestent. Ah, donc de ceux qui tuent et ils font autrement? Non, je vous pose une question. Non, qui tue? Il faut que la justice... Oui, mais c'est ce que je dis. Qui tue donc si vous dites que ceux qui manifestent font la même chose, ceux qui tuent font quoi donc? Non, cela veut dire que si vous donnez le prétexte, dans un contexte d'une extrême fragilité, à ce qu'il y ait des violences qui sont contenues, avec des projections ou des projets occultes, troubles, il va de soi que vous qui décidez de manifester, vous avez une part non négligeable de responsabilité. C'est comme on dit l'adage, si tu as de la poudre au niveau de la paume de la main, et si le vent souffle, si tu ne fermes pas ton poignet, il va de soi que toute la poudre va s'en aller. Donc, dans le cas d'espèce, il faut savoir utiliser les droits, utiliser les opportunités en préservant au maximum les vies humaines et la sécurité nationale. Si vous passez outre, vous faites comme si bon vous semble, alors il ne faut pas s'étonner de ce qui peut arriver par le biais de la justice. Et dans le cadre de la gestion d'une transition comme la nôtre, comment peut-on exprimer son désaccord quand on ne s'entend pas avec les autres? C'est ça le problème. En principe, une transition, c'est dans un environnement consensuel. Mais si d'emblée on se positionne en disant que l'autorité qui dirige le pays est un danger pour une certaine catégorie, il va de soi. Cela veut dire que l'esprit même d'une gestion consensuelle de la transition, elle est déjà faussée. Donc vous regrettez vos attitudes en 2009 devant le CNDD? Non, le CNDD, on les a avertis. Respectez votre engagement. Ne faites pas ça. On a tout fait pour qu'ils ne le fassent pas. Ils sont allés jusqu'à faire des provocations en organisant des manifestations de soutien. Donc le reste, il fallait
s'attendent à ce que de l'autre côté, qu'il y ait aussi une réponse. Il y en a qui vous disent la même chose aujourd'hui. Non, ce n'est pas la même chose. Et qu'est-ce qui a changé? Beaucoup de choses ont changé. Comme quoi? Par exemple, en ce qui concerne la situation actuelle, on appelle à se retrouver autour de la table. À chaque fois, il y a, disons, des surenchères, des revendications supplémentaires. Et en fin de compte, on refuse le dialogue de fait. Et pour des raisons que vous connaissez, c'est-à-dire l'existence de la CRIEF. Mais on ne peut pas dire ça. Donc on fait dire que à chaque fois le gouvernement ne veut pas de dialogue, il n'a pas fait ce que nous voulons, alors qu'à chaque fois, dès qu'il y a un pas en avant, il y a un pas en arrière. Et en fin de compte, il n'y aura jamais de consensus pour qu'il y ait ce dialogue. Sur ce cadre de dialogue, justement, est-ce que, par exemple, quand certains acteurs politiques disent qu'on n'aurait pas dû choisir, par exemple, les facilitatrices, sans en parler avec tous les acteurs, est-ce que ce n'est pas un argumentaire qui peut se comprendre? Bon, vous savez, lorsqu'on veut quelque chose d'essentiel, tout ce qui est accessoire, on laisse de côté. La situation de notre pays, la situation régionale est telle que lorsque j'entends certaines choses et on compte le nombre de victimes qui ont été enregistrées dans ces types de manifestations, surtout des enfants à bas âge, je suis sidéré de voir avec tel cynisme on se comporte dans l'espace politique guinéen. Donc vous pensez aujourd'hui qu'appeler à manifester, c'est le cynisme? Bon, quand vous savez que ce qui peut en ressortir, alors que vous n'avez pas la maîtrise de l'ensemble du processus, vous faites attention. Alors, comme dit l'adage, une poule qui a ses poussins ne va pas traverser le feu, parce que si la poule le fait, les poussins vont suivre et ils vont tomber. Mais est-ce que cette façon de répondre, de parler, ne donne pas une onction, une garantie aux forces de défense et de sécurité qui sont là pour protéger que de tuer? Est-ce que vous savez qui tue? Est-ce que vous savez ce qui se passe? Est-ce que vous connaissez la mentalité qui domine? Est-ce que vous oubliez, que la pratique la plus courante en ce qui concerne le système de maintien d'ordre dans notre pays, c'est l'exacerbation de la violence? Et dans ce cadre, lorsque la mentalité ambiante, c'est l'exacerbation de la violence, pour des raisons claires ou pour des raisons obscures, parce que vous ne savez pas quelles sont les intentions des uns et des autres dans une exacerbation de la violence dans ce pays. Est-ce que tout le monde voit les choses de la même manière? Est-ce qu'il n'y a pas des intérêts cachés? Est-ce qu'il n'y a pas des connivences? En tout cas, sous Alpha Condé, on accusait les forces de défense et de sécurité. Est-ce que sous le CNRD, les mêmes accusations sont légitimes? Non, là, il faut aller plus en profondeur parce que nous sommes dans un contexte d'une certaine fragilité, donc il faut faire attention. Donc, sous Alpha, on ne doit pas faire Alpha, attention. il était le président de la République, il avait les moyens de s'assurer que les maintiens d'ordre doivent se faire selon des règles précises. Une fois des bavures, deux fois des bavures, systématiquement des bavures, donc le pouvoir est responsable. Sous la junte, ce n'est pas le cas, c'est ça? Il faut encore approfondir les enquêtes et que la justice fasse toute la lumière sur tout. Attendez. Parce que cette précision est importante. Alpha, 11 ans de pouvoir, la violence a été systématique. Il n'y a pas eu une volonté de mettre frein à cela. Dans le contexte actuel, nous sommes dans un contexte particulier d'une transition. Quelles sont les forces en présence? Quels sont les intérêts en jeu? Quelles sont les motivations des uns et des autres? Lorsque vous êtes responsable, vous prenez en compte tous ces paramètres avant de prendre une décision. Oui, mais est-ce que vous ne pensez pas que ce qui arrive, c'est un début? Au temps d'Alpha Condé, ça a certainement commencé comme ça, par quelques violences, par quelques tueries, et au bout de 11 ans, on s'est retrouvé avec des centaines de morts. Non, je ne pense pas. Au contraire, la violence va être stoppée dans ce pays. Comment? Parce que le début est en train de se faire. D'anciens dirigeants de premier rang sont devant la barre aujourd'hui. Et donc, c'est un signal pour tout le monde que ce qui se passait hier ne peut plus prospérer à l'avenir. Maintenant, dans le contexte trouble dans lequel nous sommes, les acteurs de part et d'autre devraient faire preuve de responsabilité parce que l'utilisation de la violence peut avoir des motivations et des intérêts particuliers qui n'ont rien à voir peut-être avec les intérêts mais de vous, ceux qui aujourd'hui, dirigent. pratiquement, qu'auriez-vous fait à la place de ces partis politiques? Non,
Et pourquoi ils n'ont pas fait comme nous? On leur avait dit ne faites pas ça. On leur avait prévenu. Ils ont refusé. On leur a dit... Ils ont refusé quoi? Ils ont refusé ce que nous leur avons préconisé, que ce n'est pas le moment d'aller dans une confrontation par des manifestations de rue. On peut faire après prévaloir... plus d'une année? Non, pas après une année. Moussa Dadis n'a pas fait 1 an au pouvoir. Hein? Non, ce n'est pas la même chose. Oui, mais alors, je ne comprends par rapport pas, à... Baouri. Non, plus d'une année, vous estimez non. que non, tout se passe bien. Non. Moussa Dadis n'a même pas fait une année. Non. On a vu les acteurs politiques réunis au sein des forces vives. Non, je vous ai dit tout à l'heure, il y a eu des étapes en crescendo. On a fait tout ce qu'il fallait faire pour que le CNDD respecte ses engagements. Vous estimez que tous les engagements que le CNRD, lui, il a pris, il est en train de les respecter jusqu'ici? Dans une large mesure, puisqu'il y a des choses qui se font. D'accord, oui. Boubacar Sansou. Alors, vous parliez tout à l'heure de la poule et de ses poussins. J'imagine que vous parliez des acteurs politiques et de leurs militants. Mais est-ce qu'on ne peut pas aussi parler de la poule et de ses poussins en parlant de l'État et des citoyens? Mais qui est l'État? Dans un contexte trouble, il y a des pays qui sont faillis à côté de nous. Oui, non, mais est-ce que le nôtre, ici, est-ce que l'État a failli? Le nôtre, il y a une mentalité, il y a une exploitation de la violence pendant des années et des années. Lorsque vous voulez redresser une situation, avant que vous ne parveniez à le faire de manière effective, il va de soi que vous aurez beaucoup de ratés. D'accord. Alors maintenant parlons du dialogue. Le cadre de dialogue qui a été créé. Et on nous rappelle que ce qui a l'habitude de se passer dans ce pays, il y a une concertation préalable, les facilitateurs sont choisis par les différents camps et donc le canevas il est fixé préalablement avant qu'une décision des autorités ne l'entérine. Et malheureusement, selon les acteurs politiques qui ont boycotté le cadre de dialogue, cela n'a pas été fait. Qu'est-ce que vous en pensez? Parce que vous étiez là et vous avez participé à beaucoup de dialogues. Est-ce que c'est comme ça se passait? Et pourquoi ça a changé? Ça a changé. Parce que vous savez, il y a des nostalgiques de l'ancien temps, de ces cadres de dialogue où il y avait deux camps, le RPG et la mouvance d'un côté, et ceux qui se disaient opposition de l'autre. Et puis, ils se retrouvaient autour de la table, ils s'accordaient sur des accords avec de partage de certains dividendes ou bénéfices, et en fin de compte, la loi a été mise de côté pour mettre en relief des accords politiques qui mettaient le pays dans une situation de gestion, j'allais dire, très aléatoire par rapport au droit. Et ceci a prospéré et ça nous a amené dans une situation chaotique avec un troisième mandat au bout du compte. Aujourd'hui, il y a une volonté de mettre en avant un certain nombre de principes et de faire en sorte que les rencontres, les discussions se fassent de manière, j'allais dire, beaucoup plus large. Et certains voudraient revenir à l'ancien temps où d'un côté il y a un groupe, de l'autre il y a un second groupe, mais et on discute entre nous. Elle est bonne, elle est capable. Excusez-moi. Oui. Et on discute entre nous et on se dit, on se partage en fait plus ou moins un certain nombre de choses. Des privilèges. Et ça ne peut plus marcher. D'accord. Et c'est ce qui est aberrant dans un contexte où nous sommes dans une transition, où en principe le gouvernement et les instances qui sont à la tête du pays ne sont pas partie prenante dans les élections ou et que des partis qui vont être en lice pour les élections d'emblée disent que cela constitue un danger pour eux. Cela veut dire c'est comme si on remet en cause fondamentalement cette question l'autorité de ces groupes. Cet auditeur qui nous suit depuis l'Europe, il voudrait savoir, pourtant il y a eu des manifestations à Kaloum et avec Guinée Games, il y a eu le carnaval également du 2 octobre, il n'y a pas eu de mort. Qu'est-ce que vous en dites? Bon, je ne peux pas en prononcer, mais tu sais, vous savez, dès qu'il y a et en plus, ça je dois vous le dire, c'est les morts, on les compte sur un seul axe. Hamdallahi et
plus loin. C'est à ce niveau-là que les nombres de morts sont comptés. Et ça, ce n'est pas normal. Ça mérite des enquêtes approfondies parce que les populations riveraines à ce niveau-là en ont assez d'être objet à chaque fois d'enregistrement de morts dans leur position. Et ça, l'État doit assumer toutes ses responsabilités. Il y a des personnes qui ont été arrêtées lors de certains types de manifestations où on a enregistré des morts. Il faut que les enquêtes soient approfondies parce que les populations riveraines en ont assez. Et la loi et l'ordre, la paix doit régner sur l'ensemble du territoire national. La même rigueur et les mêmes exigences dans les autres quartiers de la capitale doit être de même pour protéger les populations qui habitent le long de l'axe. Et puisque vous parlez de l'axe, il y a cette autre question de Seko Baldé qui dit que c'est vous en personne même qui avez fabriqué les jeunes de l'axe. Il se souvient encore de ce que vous avez fait au niveau de l'UNR. Est-ce que vous confirmez cela? Bon, je n'ai jamais appartenu à l'UNR, mais de toutes les façons, on fait partie de ceux qui ont contribué à l'éveil des consciences démocratiques dans ce pays. Et notamment sur l'axe, c'est ça? Bien entendu. Donc l'éveil de conscience est lié à ces manifestations-là? Non, c'est pas... c'est la résultante? Ou c'est la conséquence? De toutes les façons, la population qui est la plus brimée, parce que l'axe est une conséquence directe de la destruction de Kapororaï. Et ceux qui ont détruit Kapororaï en assument la totale responsabilité. Donc, le régime de Lansana Conté, c'est ça? Bien entendu. Et de ce point de vue, la destruction de Kapororaï a été un traumatisme collectif qui continue à avoir des conséquences. Après, quelques années après, ces mêmes jeunes de l'axe se sont identifiés à un des membres de ce régime. C'est le Dalen Diallo. Ça, c'est leur affaire, ça ne m'engage pas. Non, mais même vous. Non, peu importe. D'accord. Moi, je dis, par rapport à ça, c'est la question de la liberté, de la démocratie et de l'expression des populations pour dire qu'elles ne sont pas contentes et satisfaites de la manière de procès. Avant le procès. Non, une seule question, donc après on va passer sur le procès. Ok, alors avant le procès, concernant toujours le dialogue, aujourd'hui, il y a les leaders des partis politiques qui sont convoqués. Une façon de tuer la contestation, c'est ce qu'ils disent. Et en même temps, il y a la main tendue du Premier ministre d'appeler les gens autour de la table. Est-ce que ce n'est pas une contradiction? Est-ce que cela permet de faire avancer les choses, d'avoir autour de la table tous les acteurs? Ou bien est-ce que cette exclusion pourrait permettre à la transition, pourrait garder la sérénité que nous souhaitons pour la transition? Vous savez, si on veut la paix, on se donne les moyens de cultiver l'esprit de paix. Si on n'en veut pas, quelles que soient les bonnes volontés qui s'expriment par-ci, par-là, il n'y aura pas la paix. Et donc aujourd'hui, il faut que les groupes dirigeants, quelle que soit leur opinion, se mettent en donc ils doivent arrêter de manifester. Moi, je dis que le contexte actuel n'est pas favorable à des manifestations. Parce que vous n'avez pas les mêmes revendications. Bien entendu. Si vous pensez que c'est bon, eux ils pensent par contre que c'est pas bon. Vous qui êtes membre fondateur, je suis défenseur des droits de l'homme, est-ce que vous pensez qu'ils n'ont pas raison de manifester leur désaccord par rapport à la conduite de la transition? Il faut que ce soit bien fondé et je pense que ce n'est pas fondé les revendications. C'est un déviant pour masquer la réelle revendication. C'est l'extinction de la CRIEF. D'accord, oui. Alors, on en parlait tout à l'heure, il y a eu un accord, en tout cas qui a été présenté comme tel, un accord entre la CEDEAO et la Guinée autour du chronogramme de la transition. Il y a un débat sur le point de départ de la transition en question. Selon vous, de quel côté se trouve la vérité? Est-ce que le chronogramme doit commencer en janvier ou à quelle période? Bon, on devrait d'ailleurs se féliciter que notre pays ait pu avoir un accord avec la CEDEAO. C'est ça qui est essentiel. Malgré que vous ne soyez pas associé. Ça n'a pas d'importance. D'accord. À ce niveau de discussion, ce sont les autorités de la transition et les autorités de la CEDEAO. Et j'avais dit que les gens confondent le médiateur de la CEDEAO comme si c'est le médiateur de l'ancien temps, alors que le médiateur de la CEDEAO est médiateur entre les autorités de la transition et la conférence des chefs d'État de la CEDEAO. Et ça, c'est clair. Donc, en priori, il ne pouvait ne pas
Mais sa lettre de mission ne le dit pas. Bon, bien entendu, puisqu'il faut que pour qu'il puisse réussir, qu'il y ait un climat de paix et de stabilité. Mais ça, ce n'est qu'un aspect supplémentaire de sa mission. Sa mission essentielle, c'est entre les autorités de notre pays et celles de la CEDEAO. Et de ce point de vue, il a assumé sa responsabilité. Il y a un accord et c'est ça qui était essentiel. On s'en félicite, on se réjouit et ça nous permet de penser à la deuxième étape de la feuille de route de la transition. Oui, on s'en félicite, mais je persiste à dire que les autorités guinéennes disent que c'est au mois de janvier, la CEDEAO dit que c'est la conférence des chefs d'État de décider. Pour vous, de quel côté se trouve? Il n'y a pas de contradiction entre les deux positions. Comment se fait-il? Parce que la conférence des chefs d'État de la CEDEAO est prévue pour le mois de décembre. La première quinzaine ou la deuxième quinzaine? Le 17. Donc c'est dans la deuxième quinzaine du mois de décembre. Et une décision de la conférence des chefs d'État entérinant le protocole d'accord entrera en effet à partir d'une date qui est plus ou moins symbolique. Et celle-ci ne peut être que le 1er janvier 2023. D'accord. Alors, l'autre question, c'est ce procès du massacre du 28 septembre dont vous étiez le président du comité d'organisation. Aujourd'hui, on a suivi la deuxième comparution de Toumba Diakité. Qu'est-ce que vous tirez comme enseignement? Je ne dirai rien puisque je témoignerai à la barre par rapport à tout cela. Oui, mais comment observez-vous aujourd'hui l'évolution de ce procès? Moi, je considère que c'est une grande victoire pour les démocrates de la Guinée, pour tous ceux qui se battent pour qu'il y ait la rupture de la longue chaîne d'impunité. C'est un grand pas et je me félicite que le procès acquiert au niveau de l'opinion tant interne que l'opinion africaine un intérêt palpable pour le suivre, pour apprécier. C'est un grand pas pour la Guinée et pour tous les démocrates guinéens. Alors pour beaucoup, le procès a véritablement commencé avec la première comparution de Toumba. Est-ce que vous qui avez pris part à ces événements, qui connaissez en partie ce qui s'est passé, est-ce que vous êtes du même avis? Bon, le procès a commencé le jour où les gens ont été mis devant la barre. Donc le reste, c'est une question d'appréciation. Tout ce qui a été dit est important. Et bon, suivons, parce que le procès va prendre du temps. Vous avez foi que ce procès peut arriver à terme, et parce qu'il y a... Et voilà, donc est-ce que... parce qu'il y a un accord qui a été signé entre la CPI et l'État guinéen, ce qui suppose qu'il y a encore des doutes quant à la capacité de la Guinée à mener ce procès à terme. Est-ce que ce doute-là vous anime, connaissant comment la justice guinéenne jusqu'ici fonctionne? Monsieur Cissé, vous aimez faire du bashing sur la Guinée. Non, je dis que non, je me fais l'écho. Non, l'écho, vous savez, je comprends votre attitude, je comprends. Voilà. Parce que les Guinéens ont été longtemps déçus. Rien de bon n'était guinéen. Tout ce qui était mauvais était avant tout guinéen. La duplicité, la traîtrise, la violence, etc., etc. Mais sachez que le monde change et qu'à chaque chose, il y a un début. Change. La Guinée est en train de changer. Avec donc, le CNRD. Bien entendu, parce qu'il y a des choses inédites que d'autres gouvernements n'ont jamais pu faire, n'ont même pas osé s'engager dans ça. Donc, félicitons-nous-en, encourageons les bonnes dynamiques, et puis travaillons à corriger les imperfections. D'ici peu de temps, tout sera tout à fait de manière optimale. Regardez l'Espagne lorsqu'il sortait de la période franquiste. Vous avez vu ce qui s'était passé, les tensions internes dans les débuts du régime démocratique. C'était périlleux. À chaque fois, il fallait être aux aguets pour ne pas que tout tangue. Donc, nous aussi, il y a des difficultés, il y a des forces rétrogrades qui ne veulent pas que les choses avancent et qui résistent et qui utilisent et qui vont utiliser tous les moyens possibles et inimaginables. Il y a des forces du changement qui se donnent les moyens de faire en sorte que les choses bougent et poussons en avant pour que les forces du changement triomphent et soient durables. Oui, vous êtes prêt à quand même témoigner à la barre. Bien sûr. sûr. Est-ce qu'il doit être de même pour Cellou Sidia? Mais est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui le contexte est favorable pour eux de venir témoigner? Non, je ne me prononcerai pas. Il leur appartient de répondre à cette question. Pourquoi cette motivation de votre part? Parce que c'est un devoir pour moi, en tant que d'une part citoyen, militant des droits de l'homme,
président de la commission d'organisation de cette manifestation et je l'ai toujours mentionné bien avant cela, chaque 28 septembre de l'anniversaire de ce massacre, quand, depuis mon retour d'exil, je dépose une gerbe de fleurs à l'entrée du stade du 28 septembre. Donc aujourd'hui, pour moi, ce n'est qu'un réconfort majeur de pouvoir de temps en temps aider aux audiences et d'attendre la convocation pour apporter mon témoignage. Baouri, leader du parti UDRG, merci à vous d'être passé dans cette émission. Merci et surtout de vous avoir prêté à nos questions.